Bien, on va tester si la sono fonctionne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Mes chers collègues, nous continuons notre après-midi en revenant à des conditions de publicité normales puisque nous sommes à nouveau diffusés en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puisque tout à l'heure nous avions une audition en huis clos. J'accueille avec plaisir Monsieur Jules Ravel, journaliste, ou selon la dénomination qui est parfois utilisée, vous direz si, en tout cas, ça semble, comment dire, être rentré dans le langage commun de street journaliste, pour évoquer avec lui les violences commises en marge des manifestations et leur impact sur la liberté de la presse. Un questionnaire vous a été transmis par monsieur le rapporteur, Florent Boudier. Évidemment, nous n'aurons sans doute pas le temps au cours de cette audition d'aborder l'ensemble de ces questions. Nous vous serions très reconnaissants si dans un second temps vous pouviez nous apporter quelques éléments sous forme de réponses écrites. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je dois préciser que nous avions initialement prévu que cette audition se tienne sous forme de table ronde. Alors vous n'y êtes strictement pour rien, mais deux autres personnes qui avaient été sollicitées à y prendre part ne l'ont pas fait, l'un d'entre eux n'ayant pas donné signe de vie malgré quelques relances. Quant à l'autre, il nous a précisé qu'en fait, il partait en vacances. Donc, voilà, à partir de là, nous en avons pris acte. Et dès lors que M. Ravel avait confirmé sa présence, il nous a semblé important, du coup, de vous recevoir, même si, contrairement à ce que nous avions pu vous annoncer, ce ne serait pas sous forme de table ronde. Et donc, quoi qu'il en soit, d'autant plus remercions M. Ravel d'être parmi nous, puisque lui, effectivement, a répondu à notre demande. Alors, avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Je le ferai sous forme de deux questions. La première, nous avons auditionné hier les représentants des chaînes d'information en continu. Ils nous ont fait le récit en faisant une sorte de... Alors, ce n'est pas la période calendaire de notre commission, mais ils nous ont fait part du fait que, pour eux, il y a un avant et un après Gilets jaunes. C'est-à-dire que, en fait, depuis l'épisode des Gilets jaunes, ils sont beaucoup plus fréquemment soumis à des agressions physiques ou, si ce n'est pas systématique, en tout cas, selon eux, le risque a fortement augmenté. Et donc, ma question est assez directe et simple. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Avez-vous également été amené à subir des violences dans l'exercice de votre activité et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis en second lieu, comment décririez-vous vos relations avec les manifestants d'une part et les forces de sécurité d'autre part? Prenez-vous contact avec les uns et ou les autres pour vous identifier, ou au contraire, ça n'est pas l'usage? Avez-vous ressenti les effets du nouveau schéma de maintien de l'ordre dans l'exercice de votre travail et si la réponse est affirmative, dans quel sens, quoi, hein, puisque hier, par exemple, à la fois un certain nombre d'exemples ont été pris qui permettaient de dire que le nouveau schéma national de maintien de l'ordre permet de faciliter, en tout cas, une partie du travail des journalistes, mais que par ailleurs, la question du risque n'en demeurait pas moins importante. Alors, évidemment, je vais vous donner la parole, et puis ensuite je donnerai la parole à monsieur le rapporteur, comme le veut l'usage, et puis ensuite j'ouvrirai bien entendu aussi aux collègues qui souhaiteraient vous poser des questions. Alors, monsieur Ravel, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment,
de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous prie de brancher le micro tout d'abord, donc en appuyant, voilà, en levant votre main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Monsieur Ravel. Et donc, sans tarder, je vais déjà vous passer la parole. Bonjour à tous, merci. Alors, je voulais commencer par préciser que, voilà, que je suis un simple spectateur des faits intervenant sur la voie publique et que tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Le passé, le ressenti et l'expérience des reporters de terrain sont vraiment propres à chacun. Voilà, donc je m'appelle Jules Ravel, j'ai 32 ans, street reporter depuis 2019. J'ai eu la chance de couvrir des conflits et mouvements sociaux à travers le monde, à Hong Kong, en Colombie, en Catalogne, en Ukraine, mais aussi en France où j'ai couvert la mobilisation des Gilets jaunes sur la 2e année, les manifestations contre la loi de sécurité globale ou encore celles contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Voilà, je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'école de journalisme ou audiovisuel, je suis autodidacte et je me suis formé en m'inspirant du travail des autres reporters sur le terrain. Comme beaucoup, c'est par conviction démocratique et par attachement à la liberté d'expression que lors du mouvement des Gilets jaunes, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer une simple manifestation à Montpellier en septembre 2019. Dans un monde où l'information est omniprésente, il est essentiel de garantir une pluralité de points de vue, surtout à l'heure où la concentration des médias est de mise. Les street reporters incarnent des valeurs fondamentales de transparence et d'intégrité en se détachant des influences politiques, économiques ou idéologiques. Ces journalistes indépendants s'efforcent de livrer une information objective et équilibrée. Ils mettent un point d'honneur à rester fidèles à leur mission première, servir l'intérêt général en fournissant des faits sans déformer et sans spéculer. Les reporters indépendants jouent aussi un rôle crucial dans notre société démocratique en exposant les abus et en donnant une voix aux sans-voix et en stimulant le débat public. Ils remplissent donc une fonction de contre-pouvoir, de gardien de la démocratie et de la liberté d'expression. Cette contribution est d'ailleurs reconnue par le schéma national du maintien de l'ordre, dont je voudrais citer ici le point 2.2, page 16, qui dit « La présence des journalistes lors des manifestations revêt une importance primordiale. Elle permet de rendre compte des opinions et revendications des manifestants et de la manière dont elles sont exprimées, ainsi que l'intervention des autorités publiques et des forces de l'ordre. Il est donc impératif de protéger le droit d'informer, pilier comme le respect de l'ordre public de notre démocratie. À cet égard, la sécurité physique des journalistes doit être garantie. Alors, en dépit de cet engagement, je constate avec regret que la France est en 24e position dans le classement mondial de la liberté de la presse. Permettez-moi à cet égard de citer un extrait du rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en France à propos du maintien de l'ordre, qui dit « En dépit de l'adoption d'un nouveau schéma national du maintien de l'ordre, plus respectueux de la liberté de la presse, les reporters ont continué à faire objet de violences policières, en plus des agressions de la part des manifestants. » À l'appui de ce constat, je ne prendrai qu'un exemple parmi tant d'autres, celui de la journaliste récemment étranglée à Marseille par un CRS à la vue de sa carte de presse. Ainsi, en dépit des engagements pris dans le schéma national du maintien de l'ordre, les journalistes et les reporters sont régulièrement confrontés lors des manifestations en France à d'importantes difficultés pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je ne compte plus le nombre de fois où, avec mes confrères, nous nous sommes trouvés en difficulté face aux policiers lors de manifestations. C'est un point qui me tient à cœur et j'espère qu'on va en discuter. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous en prie. Oui, merci, monsieur le président. Peut-être une première question, mais qui nécessite une réponse immédiate. Vous avez donc votre carte de presse? Non, d'accord. Alors, précisément, comment fonctionne l'attribution de la carte de presse aux journalistes indépendants? Je pense que c'est important que nous ayons cette information, puisque c'est un élément qui permet de rentrer dans le cadre du schéma national de maintien de l'ordre. C'est à ce titre que l'on est reconnu comme journaliste, que l'on est donc en capacité de se munir des éléments de protection qui sont prévus et d'identification. Ça, c'est ma première question. Elle nécessitera une réponse, donc finalement, après, parce qu'elle nécessitera d'être complétée. L'intérêt de vous rencontrer, et merci vraiment d'avoir accepté de venir à notre rencontre, parce que vous êtes, comme Monsieur le Président l'a indiqué tout à l'heure, le seul.
l'intérêt de vous rencontrer, c'est ce que j'ai dit hier à vos confrères des chaînes d'information en continu, c'est de connaître plus précisément les conditions d'exercice de la liberté de la presse, qui sont les vôtres, sur le terrain. Ainsi que le dit d'ailleurs Reporters sans frontières, entre d'un côté les forces de l'ordre, de l'autre les manifestants, et puis j'ajoute cette troisième catégorie, celles et ceux qui sont présents dans les manifestations, les rassemblements, qui souhaitent ou pas autoriser, et qui sont plutôt là, vous nous direz ce que vous en pensez, pour en découdre. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est vos observations, précisément. Hier, nous avons eu des remarques de journalistes qui ont surtout, je ne dis pas que c'est exclusivement ce qu'ils ont dit, mais qui ont surtout insisté sur les violences dont ils sont l'objet par deux catégories de profils, les individus violents et qui viennent en manifestation pour commettre des violences, et des manifestants qui viennent bien pour manifester leur désapprobation, leur colère, le cas échéant, la confrontation démocratique normale, mais qui s'en prennent aux journalistes comme représentants d'une certaine façon de l'institution, vague, et même, d'une certaine façon, porte-parole de l'État, sans savoir trop bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Premier point, je disais conditions de travail. Deuxième, observation. Et puis, sur le terrain, de ce que vous pouvez nous indiquer de comment ça se passe. Déroulement des manifestations, d'où viennent les violences, etc. Troisième point qui me paraît important, nous l'avons assez peu abordé hier, mais je pense que c'est important que nous y revenions. Il y a quand même une série de catégories de profils qui recherchent la médiatisation. Alors, de la manifestation, bien sûr. Tout manifestant espère qu'il y aura du monde, qu'elle sera relayée par les médias pour manifester, exprimer, l'importance, le cas échéant, du rejet de telle ou telle mesure prise, par exemple, par le gouvernement. Mais il y a aussi des personnes qui recherchent la médiatisation d'actes violents. Sur cet aspect-là, quel est votre regard? C'est-à-dire cette espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour agir violemment, qui bénéficient d'une médiatisation au titre, à juste titre, de la transparence, de la meilleure connaissance du déroulement des faits, mais qui s'appuient donc sur cette transparence, ce déroulement des faits, pour, au fond, entretenir l'idée d'une déstabilisation, qui est un des objectifs parfois recherchés. Donc vos conditions de travail entre manifestants, individus violents, forces de l'ordre, les observations que vous faites sur... je caricature, hein, pardon mes chers collègues, je vais très vite, mais d'où viennent les violences? Et puis ensuite, l'effet médiatique recherché par les individus eux-mêmes. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, monsieur Ravel, je vous passe la parole. Merci. Concernant la carte de presse, voilà. Donc j'ai un extrait du schéma national du maintien de l'ordre. Déjà, il faut savoir que la carte de presse en France n'est pas obligatoire. Parce que, par exemple, pour des simples pigistes occasionnels ou pour des reporters indépendants, c'est compliqué d'avoir accès à la carte de presse parce qu'elle demande souvent une ancienneté, un certain niveau salarial, tout ça. Et donc, c'est écrit dans le point 2.2.1 du schéma national du maintien de l'ordre qu'il existe toutefois d'autres moyens d'identification à disposition des journalistes et de leurs accompagnants, donc techniciens ou agents de sécurité. Ils pourront présenter à partir du 1er janvier 2022 une attestation normalisée d'identification fournie par l'employeur ou commanditaire, voilà, tout simplement, ou alors un ordre de mission. Voilà. Pourtant, je pense que nous comprenions. Donc, quand vous intervenez vous-même sur le terrain, vous êtes commandité. Vous êtes dans le cadre d'une prestation de service ou comment ça fonctionne? Parce que vous donniez cet exemple. Alors, ça dépend la demande qu'il y a des médias ou pas. Généralement, s'il n'y a pas de demande, c'est parce que généralement, ils nous contactent une fois que les vidéos elles sont postées. Voilà, moi, il faut savoir que j'ai une société moi-même et que donc j'ai des ordres de mission que ma société me fait en fait pour pouvoir intervenir sur le terrain, quoi. Voilà. Juste à l'attention de nos collègues, je rappelle qu'il nous a été indiqué hier, pardon Monsieur le Président, hein, j'ai pris la parole sur votre autorisation, mais que les chaînes d'information continue s'alimentent du travail des journalistes indépendants, des street reporters. Ils prennent des images, ils les filtrent pour essayer de donner un contre-éclairage au travail de leurs propres journalistes sur place. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est ça. Surtout, comme vous avez évoqué, c'est que souvent les chaînes d'infos continues sur le terrain, il y a des endroits où elles n'ont pas trop accès, dans le sens où voilà, il y a un certain rejet de ces chaînes de télé par rapport avec
certains manifestants. Et c'est pour ça qu'ils regardent au niveau des journalistes indépendants, street reporters, ou même des fois des vidéos amateurs, tout simplement, pour utiliser leurs images dans des endroits où eux n'ont pas accès. Ouais. Après, voilà, pour en revenir sur les conditions de travail, je pense que vous en doutez un peu, c'est-à-dire quand une manifestation est calme, ça se passe plutôt bien, il y a des problèmes avec personne, que ce soit avec les manifestants ou la police ou n'importe qui d'autre. Maintenant, voilà, comme on a pu le voir, quand ça commence à être un peu plus houleux, voilà, il y a certains médias, certains journalistes qui sont voilà, éjectés, pas des cortèges, mais du cortège de tête, c'est-à-dire ceux qui se forment hors syndicat, les gens qui ne se reconnaissent pas avec les syndicats. Généralement, c'est les chaînes d'information continue qui sont visées, ou alors des journalistes ou des médias qui seraient classés sur droite, extrême droite. Voilà. Après, moi, mon cas personnel, j'ai pas vraiment de problème, que ce soit avec les manifestants. Jamais eu vraiment de problème. On m'a jamais demandé de partir, tout ça. Voilà. Donc les conditions de travail, voilà, elles sont... quand ça se passe bien, ça va. Quand il y a du grabuge, c'est un peu plus compliqué. Surtout que, vous l'avez précisé tout à l'heure, les journalistes ont besoin d'EPI, d'équipements de protection individuelle pour pouvoir travailler dans des conditions sereines. Et des fois, alors c'est vrai qu'au niveau des journalistes indépendants, des street reporters, qui n'ont pas de carte de presse, mais qui présentent un ordre de mission ou toute autre attestation, n'est pas comprise par les forces de l'ordre. Et c'est souvent que les journalistes indépendants ou street reporters, enfin, je vais utiliser un seul terme, on va dire journalistes indépendants, ils se font confisquer leur matériel. Voilà, c'est-à-dire leur casque, leur masque à gaz, leur paire de gants, voilà. Donc ça, c'est vraiment une difficulté pour les journalistes indépendants de pouvoir travailler dans des conditions sereines, sachant qu'il y en a des fois qui, moi ça m'est déjà arrivé, loi de sécurité globale, la manifestation, je ne me rappelle plus la date, qui partait de Place du Châtelet jusqu'à Place de la République. Ça avait été beaucoup, le maintien de l'ordre avait été beaucoup décrié d'ailleurs sur cette manif. J'avais été arrêté en début de manifestation pendant 1 heure. On m'avait amené dans un commissariat. On m'a confisqué mon matériel. Donc j'avais plus rien. Ils m'ont relâché au bout d'1 heure, sans poursuite, sans rien du tout. Ils ont juste gardé mon matériel et je suis retourné en manifestation sans casque, sans masque à gaz, sans rien. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'était la conséquence de l'absence de carte de presse, de la présentation d'une attestation, d'un ordre de mission? Donc la difficulté à vous identifier, ou c'était par principe, vous êtes là, on ne veut pas de vous? Comment vous l'avez interprété? C'était un contexte quand même qui était un peu complexe, je pense, parce que c'est vrai que les journalistes étaient au milieu vraiment de cette contestation aussi de loi de sécurité globale, notamment de l'article, je me rappelle plus trop lequel, mais qui était vraiment contesté. Et c'est vraiment les journalistes qui... Donc, est-ce qu'il y avait à ce moment-là un peu une défiance un peu plus prononcée que d'habitude envers les journalistes? Je me rappelle que lors des contrôles, ils contrôlaient notre pièce d'identité, et notre pièce d'identité était passée au fichier aussi. Voilà, c'est-à-dire si on a des antécédents, tout ça, même les journalistes, tout le monde. Je me rappelle de ça. Après, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de la part des forces de l'ordre sur l'ordre de mission, l'attestation ou une carte de presse qui n'est peut-être pas française. Voilà. Après, voilà, de principe, la carte de presse n'est pas obligatoire parce qu'elle voilà, elle n'est pas distribuée à tout le monde facilement. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur la carte de presse. Ouais, oui, c'est bon. Alors, vous avez évoqué que les chaînes d'information étaient à tort ou à raison une sorte de porte-parole du gouvernement, de la voix. Les manifestants qui
qui prétendent cela. Oui, c'est un point de vue, voilà, de la part des manifestants. Si moi-même, personnellement, je me suis retrouvé comme ça, à prendre mon téléphone et tout simplement aller filmer dans les manifs au tout début, parce que maintenant j'ai un peu plus de matériel quand même, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ne se reconnaissent peut-être pas dans les propos qui sont dits sur ces chaînes de télé, et on leur a peut-être pas assez donné la parole aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une défiance envers ces médias, ces chaînes d'infos en continu. Maintenant, voilà, je pense qu'ils en ont un peu mieux parlé hier que moi, mais voilà. Il faut savoir que moi, voilà, personnellement, c'est aussi par ce manque de... Par exemple, comme vous l'avez dit, pendant les Gilets jaunes, les blessés dans les manifestations, notamment les blessés graves, ça a mis longtemps à être sur la table du débat public. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont filmé, et que les gens se sont révoltés, un peu énervés, voilà, contre ces chaînes d'information en continu. Voilà, j'ai omis quelques questions de votre part parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, La médiatisation, la recherche de médias pour démontrer l'action violente, pour la faire connaître, ce côté du serpent qui se mord la queue en manif pour être violent, on filme les violences et donc une espèce de bulle comme ça, médiatique. Pardon, on a une sorte de bulle un peu médiatique. Se compose une espèce d'échange qui n'est pas recherché par tout le monde, mais entre les violents, les médias, ça s'alimente. Voilà, c'est ce côté médiatisation. Est-ce que vous avez l'impression, je vais poser la question de façon plus directe, mais ce n'est pas mon point de vue, donc ne le prenez pas mal, on a parfois le sentiment que les médias, et je suis très général dans mes propos, alimentent aussi. Les individus violents viennent casser, on montre les individus violents casser, ça alimente chacun, une sorte de stratégie d'auto-alimentation. Je ne sais pas si je suis très clair, j'ai essayé, mais... Ouais. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, par exemple, ces grands médias-là, ils se font éjecter du cortège de tête, c'est souvent les propos qu'on peut entendre envers eux, c'est voilà, arrêtez votre propagande, arrêtez de filmer la moindre vitrine brisée et donnez-nous la parole. Voilà. C'est, comme vous dites, c'est un peu cette impression du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que est-ce que ça apaise les choses de uniquement montrer de la casse et de pointer uniquement la casse, sachant que voilà, il y a les individus qui cassent, ils le font ils ont peut-être une revendication ou quelque chose comme ça, et peut-être qu'ils aimeraient l'exprimer. Voilà. Alors, du coup, on leur donne pas la parole, donc il y a de la casse, donc voilà. C'est le sujet, par exemple, anticapitaliste à la télé est très peu abordé, et donc je suppose, encore une fois, que ces individus-là se retrouvent à exprimer... je crois qu'à l'époque, on appelait ça de la propagande par le fait, en fait, voilà. C'est une certaine manière de s'exprimer parce qu'on ne leur donne pas la parole dans les médias traditionnels. Merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues. Donc, Madame Marceau, ensuite Monsieur Odoul. Madame Marceau, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci de venir à notre rencontre et d'avoir répondu favorablement à notre commission d'enquête. Vous avez indiqué que vous étiez présent à Sainte-Soline. Comment avez-vous abordé votre mission là-bas? Qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous avez voulu ou qu'est-ce qu'au final vous avez réussi à démontrer dans votre reportage? Et puis, comment vous l'avez vécu sur le terrain? Parce qu'effectivement, il y a à la fois vos collègues hier dont une de vos collègues qui était présente, qui nous a raconté, elle, son point de vue du côté des forces de l'ordre, qui étaient protégées, enfin, entre guillemets, comme elle disait derrière. Donc, comment vous avez pu évoluer sur place, faire votre travail, votre angle
sur votre mission et puis comment vous l'avez vécu par rapport à ce qui semblait être vraiment une opposition vraiment frontale entre des forces de l'ordre et certains manifestants. Bien sûr, ils n'étaient pas tous violents, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail sur Sainte-Soline et votre perception de ce qui s'est passé? Merci. Déjà, j'y suis allé parce que j'étais déjà allé à la première mobilisation, enfin, c'était pas la première vraiment, mais la première mobilisation médiatique de Sainte-Soline. Donc, pour moi, c'était une continuité. Voilà. Pour moi, enfin, les reporters indépendants qui étaient sur place, ils n'ont pas pu passer par la voie, entre guillemets, officielle, se présenter aux forces de l'ordre, dire voilà, on est là pour couvrir ça, voilà. Encore une fois, du manque de cartes de presse, parce que dans des conditions comme ça, on sait que ça risque d'être un peu sport, donc on vient avec du matériel de protection. Même moi, j'en avais à mon goût pas pris assez, du coup, ça m'a fait prendre des risques. Mais il y a toujours voilà, cette peur du contrôle routier, de se faire confisquer tout son matériel. Et comme on l'a vu, pour des reporters sur place, ne pas avoir de matériel de protection à Sainte-Soline, c'est vraiment de la mise en danger de mort, hein, presque. Hein, voilà. Maintenant, pour moi, sur place, ça s'est quand même bien passé. Avec mon expérience que j'ai eue à l'étranger, quand même, entre la Colombie et à Hong Kong, je ne vais pas mettre l'Ukraine dedans parce que j'étais pas au front non plus. On était vraiment loin derrière, très très loin derrière. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu vraiment. J'entendais des gens autour de moi qui entendaient toutes ces grenades exploser, qui disaient c'est une image, hein, mais c'est Verdun, quoi. Voilà, ça explosait toutes les secondes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder mon reportage, mais à un moment, j'étais un peu derrière et il y avait vraiment des gros affrontements devant. Et j'ai pris mon courage à deux mains, malgré un collègue qui a été blessé pas loin de moi. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, il faut y aller, il faut montrer ce qui se passe, parce que personne n'y était. Et devant, si je ne me trompe, à la vue de mes images que j'ai regardées plein de fois, on devait être vraiment 2 ou 3 reporters indépendants devant, sachant qu'il y en avait beaucoup plus sur place. Voilà, mais c'était vraiment dangereux. Et là, on était dans des conditions... pas de guerre, mais presque. Hein. C'était vraiment... j'ai jamais vécu ça. Jamais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelques points. Mettez le micro si vous voulez bien, Madame Marceau. Oui, pardon, je précise donc la question aussi, ma dernière question, l'angle que vous avez voulu donner donc à votre reportage, au-delà effectivement des affrontements, enfin je ne sais pas quel angle vous avez voulu donner par rapport à votre métier de street reporter, comment vous l'avez traité? En fait, généralement, les courtes vidéos que je poste sur les réseaux sociaux lors des manifestations classiques, en milieu urbain, tout ça, je les légende toujours, je les commente. Et là, le reportage que j'ai fait, je l'ai laissé plus ou moins brut. Voilà, c'est pas une immersion, mais chacun s'en fait son opinion. Alors, il y a eu des commentaires qui disaient la police a été excessivement violente. Il y a eu d'autres commentaires qui disaient les manifestants sont des... Je reprends un terme que je cautionne peut-être pas, mais sont des terroristes. Voilà, je l'ai laissé brut, sans vraiment... Il n'y a pas de texte dans mon reportage. Il n'y a pas de texte qui l'accompagne non plus. Voilà, il s'est passé ça tel jour. Le contexte des méga-bassines, il était posé parce que ça a fait médiatiquement, tout le monde en a parlé. Donc les gens ont pris ces images brutes, en gros, quoi. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Odoul, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Ravel. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je me permets de reprendre vos propos pour illustrer mes questions et pour avoir quelques éclaircissements. Vous nous dites que votre mission de reporter de rue, en bon français, se détourne des influences politiques. C'est ce que vous nous avez dit.
Or, dans votre propos, vous parlez de violence policière. En parlant de violence policière, vous faites déjà de la politique, puisque vous reprenez les arguments, les formules de l'extrême gauche qui s'en prend régulièrement à la police avec une prétendue violence systémique. Pareil, vous nous dites et vous nous confirmez que les journalistes des médias traditionnels n'ont pas accès à certaines manifestations, ou en tout cas sont violentés et agressés dans certaines manifestations, mais pas vous. Dois-je comprendre que les manifestants, les militants violents de ces manifestations vous laissent y entrer parce qu'il y a une proximité idéologique, politique, et donc qu'ils voient en vous un allié objectif qui va servir leur cause. Ensuite, vous nous avez dit, vous êtes le détenteur, le pourvoyeur d'une information objective et équilibrée. Alors, il faudra revoir la définition d'objectif et équilibré, parce que moi, je regarde, et j'ai regardé ce que vous faites, à chaque fois, le prisme est le même et l'angle est le même. C'est-à-dire que vous visez systématiquement les forces de l'ordre, votre caméra, votre appareil est toujours braqué sur les forces de l'ordre, et à aucun moment, vous relayez les violences qui peuvent avoir lieu de la part d'éléments d'extrême gauche, Black Bloc, Sassane-Soline, de militants écologistes radicaux, à aucun moment. Et je vais reprendre aussi vos tweets, quelques tweets du 1er mai 2023, qui montrent là aussi qu'il y a un prisme, qu'il y a une volonté très claire, j'allais dire, d'aller dans un certain sens qui, pour le coup, est politique. Vous nous dites « Les rues de la capitale sont inondées de policiers afin de prévenir tout rassemblement spontané ». Rassemblement spontané, on voit et on devine le pacifisme inondé de policiers, comme si c'était extrêmement mal. Pareil, un groupe de manifestants ayant participé à une manifestation spontanée est actuellement nassé aux abords de Strasbourg-Saint-Denis. On sent bien l'oppression de ces manifestants. Ou encore, un troisième tweet, à peine le cortège parti, les gendarmes chargent la tête de la manifestation. Donc toujours la volonté de s'en prendre à la police. À aucun moment, que ce soit à Sainte-Soline ou les manifestations sur la réforme des retraites, vous ne désignez ou vous ne relayez les violences des manifestants et des éléments radicaux. Pourquoi ? Est-ce que parce que vous considérez, ou parce qu'il y a une proximité, ou que vous considérez que seule la police est violente pour vous ? Je vous remercie. Je vais essayer de revenir point par point. Si j'oublie quelque chose, vous me le direz. Alors, le terme violence policière, vous dites que c'est un terme d'extrême gauche. Ce que j'ai cité tout à l'heure, si je ne me trompe, c'est Reporters sans frontières qui en parle. Il me semble. Voilà. Donc, chacun le prend comme il veut, ce terme. Qu'il soit utilisé par l'extrême gauche, le centre, la droite, c'est pas trop mon problème, à vrai dire. J'ai juste cité tout à l'heure, voilà, Reporters sans frontières. Je vous transmettrai si vous voulez leur communiquer. Voilà, donc vous parlez de proximité idéologique servant leur cause, et ce qui me permettrait d'être accepté dans ces cortèges. S'ils le pensent, s'ils pensent que mes propos, mes vidéos et mon travail a une certaine proximité avec ces individus-là, c'est eux. Un jour, ils décideront peut-être de me sortir d'un cortège. Et voilà, voilà, moi, j'ai aucune proximité avec quelques groupes politiques ou quelques individus dans les manifestations proches. J'ai aucune proximité vraiment très proche avec des militants entre guillemets Black Bloc, si c'est ce que vous voulez dire. Je vise les forces de l'ordre avec ma caméra, uniquement les forces de l'ordre. Il y a d'autres médias qui sont sur place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médias qui ont beaucoup plus d'influence que moi, qui filment aussi plein d'autres choses. Voilà. Et peut-être que j'essaye, à mon goût, je dis bien, ma façon de travailler, de combler peut-être ce manque d'informations. C'est-à-dire les grands médias
qui ont beaucoup plus d'influence que moi, qui sont beaucoup plus suivis, eux, ils vont filmer par exemple la casse, interviewer des gens, parler de violence envers les forces de l'ordre. Voilà, ben moi j'essaye d'être par exemple là et de combler aussi ce trou, ce manque. Voilà, et si on assemble les informations de un peu tout le monde, je pense que là on peut se faire un avis général sur le déroulement d'une manifestation, et ça permet d'avoir aussi plusieurs points de vue. Voilà. Vous parlez de mes tweets, le 1er mai, les rues inondées de policiers, des tweets pro-manifestants, des tweets comme quoi des manifestants étaient nassés à Strasbourg-Saint-Denis. Bah, c'était un fait. Voilà. Ça a duré plusieurs heures. Si je ne me trompe pas, c'était plus de 3 heures, ça a duré. Donc ça, c'était un fait. Et les rues inondées de policiers, à mon goût. Après, c'est peut-être mes propos qui sont... Si on enlève mes propos, il y a la vidéo, et les gens en font ce qu'ils en veulent de la vidéo. Peut-être que pour certains, c'était même pas assez de policiers. Pour moi, à mon goût, c'était peut-être un peu trop, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair sur toutes les questions. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence ici, Monsieur Ravel. Je reviens sur la question, finalement, de vos conditions d'exercice. Je n'aurais pas la prétention de remettre en cause votre ligne éditoriale. Vous nous avez expliqué une relation, notamment avec les forces de sécurité intérieure, basée sur une sorte de sacralisation de la carte de presse, si j'ai bien compris. Est-ce que vous éprouvez ces difficultés à chaque manifestation? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est uniquement sur des manifestations dont on peut prévoir qu'elles vont être plus tendues que d'autres? Ou est-ce que c'est suite à des manifestations qui ont été particulièrement tendues que vous sentez ce durcissement? Vous nous avez indiqué avoir été, à l'occasion d'une manifestation sur la loi sécurité globale, arrêté, emmené en commissariat, relâché au bout d'1 heure, c'est ça? J'aimerais savoir, on vous a notifié une garde à vue et les motifs de rétention de vos EPI? Ce serait intéressant à savoir. C'est tout pour l'instant. Je vous remercie. Merci. Vous avez utilisé un peu le terme sacralisation de la carte de presse, et je pense qu'effectivement, il y a un peu cette sacralisation de la carte de presse. Voilà, effectivement. Des problèmes à chaque manif, non. Je pense que quand le contexte social et médiatique et politique est vraiment tendu, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve plus fouillé, enfin pas que nous, c'est aussi valable pour les manifestants, plus fouillé, c'est dans des contextes comme ça où on se fait confisquer aussi notre matériel. Alors des fois oui, des fois non. Majoritairement, moi ça m'est arrivé vraiment qu'une seule fois, par chance. Voilà. Maintenant, ça dépend vraiment du contexte, de violence ou pas. Le contexte médiatique, le contexte politique, c'est vraiment ça. Après, est-ce qu'il y a des consignes qui sont données? Alors, je ne sais pas si c'est par la préfecture, les supérieurs ou quoi, pour ce jour-là, les journalistes indépendants, on leur enlève leur matériel. Ça, je ne peux vraiment pas me prononcer. Mais voilà, il faut vraiment... Par contre, je mets vraiment un point d'honneur sur ce fait que ça met les gens vraiment en danger. C'est-à-dire enlever du matériel de protection individuelle à un journaliste, ce serait comme demander dans une manifestation ultra qui est susceptible de dégénérer ou de déborder, de demander à un agent des forces de l'ordre d'aller sans son casque maintenir l'ordre. Voilà, pour moi c'est ça. Concernant mon expérience à la loi de sécurité globale, j'ai pas été placé en garde à vue, ça ne m'a pas été notifié. J'ai été menotté avec un collègue qui était avec moi, qui est photographe. On a été menotté, mis dans une voiture de police, amené au commissariat.
Je ne me rappelle plus quel arrondissement. De là, on m'a confisqué tout mon matériel de protection, c'est-à-dire mon casque, mon masque à gaz et mes gants. Ils ont été placés dans un... Je ne sais pas si c'était un scellé ou quoi. Et on m'a remis un papier comme quoi on m'avait pris ce matériel-là. Et je suis revenu le chercher 2 jours après, je crois. 2 ou 3 jours après. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Juste pour préciser cet épisode, donc on ne vous a pas notifié de garde à vue. Donc vous avez été arrêté, entravé avec des menottes, donc on a porté atteinte à votre liberté de circuler pendant au moins 1 heure. On ne vous a rien notifié d'autre. Vous avez vécu ça comme une violence? Des fois, moi, je suis assez pragmatique et je me dis que ça fait partie des risques, malheureusement. Malheureusement, en France, en tant que journaliste, ça fait partie des risques de se faire confisquer son matériel, de se faire violenter de part et d'autre, malheureusement. Voilà, c'est enfin, journaliste dans les manifestations, dans un contexte assez spécial. Alors, j'ai pas vécu ça comme une violence, mais bon, c'est ennuyant. Voilà, voilà, encore une fois, je me suis retrouvé dans cette manifestation après, sans matériel. Alors, je crois que quelqu'un m'avait dépanné un masque chirurgical, voilà, mais j'avais la tête à découvert, mes yeux pleins de gaz, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Madame Arceau, je vous en prie. Merci. Par rapport à ce que vous venez de nous dire et par rapport à la question de mon collègue, j'aimerais une petite précision. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui finalement vous distingue des autres dans les manifestations, physiquement, je veux dire, ou par la manière dont vous êtes habillé, puis avec votre masque? Parce que finalement, on pourrait dire, si vous n'êtes pas visible et si vous n'avez pas de carte de presse, qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut vous distinguer? Et peut-être que est-ce qu'il y aurait peut-être un besoin au-delà de la carte de presse pour que peut-être les forces de l'ordre vous reconnaissent, peut-être au-delà du matériel? Vous allez peut-être me répondre que forcément, c'est peut-être le matériel qui vous distingue des autres et manifestants et des autres journalistes, en tout cas des journalistes qui ont la carte de presse. Vous voyez, par rapport à ce que vous me dites, ça me pose une question. En fait, je me demande s'il n'y a pas un sujet aussi, finalement, vous n'êtes pas reconnu parce que vous avez, de par vos protections d'ailleurs, quelque chose qui peut apparaître comme d'autres peuvent en avoir dans sa manifestation. Il faut savoir que ce jour-là, j'avais un ordre de mission. Voilà. Et c'est là où je pointe un peu du doigt peut-être cette méconnaissance de la part des agents du maintien de l'ordre sur que la carte de presse n'est pas obligatoire. Et voilà, il y a d'autres moyens de justifier sa présence en tant que journaliste lors d'une manifestation. Donc après... moi, je mets toujours un accent sur la sécurité, c'est-à-dire que sur mon casque, j'ai des patchs presse devant, derrière, sur les côtés. J'ai un brassard orange presse. Sur mon sac à dos, j'ai un autocollant aussi presse. Voilà. Maintenant, voilà, dans le feu de l'action, une carte de presse, c'est quand on nous la demande. Enfin, c'est quand les agents de sécurité publique la demandent. Maintenant, elle n'est pas visible de loin, voilà, mais on est identifié presse. Et concernant le matériel, il faut savoir que avec l'évolution des technologies, il y a de plus en plus de gens, même des grandes chaînes télé, qui travaillent avec des téléphones, tout simplement. Donc, voilà, on n'est pas que sur le gros appareil photo, la grosse caméra, tout ça. Oui, monsieur le rapporteur, et puis ensuite monsieur Odoul. Oui, juste une question, mais au préalable, je veux dire à M. Odoul, moi je ne suis jamais choqué quand un député qualifie la ligne éditoriale d'un journaliste indépendant ou pas. Voilà. Et je pense que c'est même un droit qu'on peut accorder à un ministre, par exemple. Sur la situation que vous avez indiquée tout à l'heure, très précise à la réponse de M. Mathieu, quand vous parlez de ce que vous êtes acheminé en commissariat, est-ce qu'il s'agit d'un contrôle d'identité qui serait réalisé de votre part, sur vous, pardon, dans le commissariat, ou est-ce que ce contrôle d'identité a été éventuellement exercé en amont, tout simplement parce que je vais quand même regarder en tant que rapporteur, lorsqu'il faudra refléter nos travaux, si vous étiez sur un éventuel régime de garde à vue non notifié, ou si vous étiez dans le cadre d'une simple retenue pour vérification de votre identité. Juste pour comprendre, parce qu'évidemment, vous voyez, la nature n'est pas tout à fait la même, et de ce point de vue, la question de M. Mathieu était intéressante.
Alors, je vais apporter plus de précision. Le contrôle d'identité a été effectué à la sortie d'une bouche de métro. C'est-à-dire que la pièce d'identité de moi-même et de mon collègue qui m'accompagnait ce jour-là, c'est là tout à l'heure où je disais que les pièces d'identité étaient passées au fichier. Alors, ce fichier a un nom, des antécédents peut-être judiciaires ou je ne sais quoi. Et c'est là où, justement, moi, on m'a mis de côté. Et on m'a dit, bon, on vous emmène. Et ils ont dit à mon collègue, allez-y. Lui, il s'est reculé de 5-6 mètres. Il a pris son téléphone, parce que pour lui, il était choqué le fait que je me fasse, du coup, je ne sais même pas si on peut dire interpeller. Il commence à filmer et le CRS le regarde et lui dit, bon, finalement, je vais citer les propos, c'est range ton téléphone et on t'embarque. Voilà. Donc, je pense... Je ne suis pas spécialiste du droit, que le contrôle d'identité a déjà été effectué à la sortie de la bouche de métro. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Odoul, je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens déjà à rassurer Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas choqué par les divergences de lignes éditoriales et autres, et c'est très bien qu'il y ait une liberté totale à ce niveau-là. Je relevais juste que il y avait quand même une influence politique, et quand on emploie certaines formules et que quand on axe ces sujets sur certains points, il y a derrière une orientation politique, voilà, qui n'est en soi pas condamnable, mais qu'il faut avoir, je dirais, la cohérence de relever. Je voulais revenir dans le prolongement de la question de ma collègue. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un simple spectateur. Est-ce que, à la lumière de votre mission, et de ce qu'on a pu voir aussi de certains de vos confrères qui vont au contact, voilà, qui vont, j'allais dire, quelquefois en très très grande proximité, quelquefois même qui cherchent les forces de l'ordre, et donc les forces de l'ordre effectuant leur mission, effectivement se dégageant dans un contexte de dangerosité extrême, recevant des pierres, des mortiers, etc. Quelquefois, on a le sentiment que vous, ou pas, ou d'autres, en tout cas, cherchent les coups, cherchent les images pour ensuite justifier donc de prétendues violences policières. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, dans la façon dont vous exercez votre mission, qui cherche la confrontation, et effectivement, ce que disait ma collègue, les forces de l'ordre, quelquefois, ne voient pas la différence, compte tenu de l'accoutrement qui est le même, quelquefois, compte tenu des mots qui sont les mêmes, des méthodes qui sont les mêmes, entre les manifestants, les éléments violents, et puis les reporters de rue. Et une autre petite réflexion sur un propos que vous avez tenu, qui m'a interpellé tout à l'heure. Vous nous avez dit que vous vous sentiez, vous et vos confrères, comme des gardiens de la démocratie. Et moi, ma question, c'est quand vous dites il y a des éléments à qui on ne donne pas la parole, donc ils cassent. Hein. Est-ce que pour vous, c'est la démocratie? Est-ce que quand on n'a pas la parole, quand on se sent lésé, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les personnes ici non plus. Mais c'est assez particulier, justement, de justifier certaines violences parce que des personnes n'auraient pas la parole. Alors, concernant le fait qu'il y aurait des journalistes indépendants qui chercheraient un peu une confrontation avec la police, enfin pas une confrontation, mais un peu à se faire battre, je sais pas si, enfin, à chercher l'image ou le scoop du fait qu'il se soit fait agresser, je sais pas si c'est ça que vous voulez un peu, voilà. Je vais parler de mon cas personnel. J'ai été bousculé 2 fois, je suis tombé au sol, je m'en suis jamais plaint, voilà, c'était de ma faute, j'étais mal placé, j'étais au mauvais endroit. Moi, ma ligne de travail, c'est à partir du moment où j'ai fait une erreur et que je prends des coups, je ne vais pas derrière monter toute une histoire pour dire regardez, j'ai pris des coups. Généralement, je me relève, j'ai un boulot à faire et je vais le faire jusqu'au bout. Voilà. J'avais été bousculé place de la Bastille parce que j'étais vraiment mal placé. C'est vraiment de ma faute. Je me suis relevé directement et j'ai continué à bosser, quoi. Voilà. Donc maintenant, il y en a peut-être qui en profitent un peu de ça, de se prendre des coups et de monter un peu ça en épingle. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, peut-être pas. Moi, je sais que généralement, si c'est de ma faute, si j'étais mal placé ou que j'ai eu une erreur d'inattention, je le prends sur moi et je passe à autre chose. Et dans tous les cas,
je pense que l'information est beaucoup plus utile que le fait, pour moi, de se plaindre ou quoi. Voilà. Pour revenir sur en gros, pas de parole donc casse, c'est pas quelque chose que je peux confirmer. Je suppose que des gens agissent comme ça parce qu'ils se sentent pas entendus, en fait. Peut-être qu'ils ont tout simplement essayé tout le processus démocratique de vote, de pétition, de manifestation, manifestation avec les syndicats, et peut-être que voilà, on peut parler entre guillemets de radicalisation, voilà, de gens qui ont essayé un peu le processus démocratique et qui se sentent pas entendus et qui veulent, je sais pas, en montrer plus, ou qui pensent que peut-être que casser c'est aussi pour se faire entendre. Voilà, encore une fois, c'est des suppositions. Je peux pas l'affirmer. Je vous remercie. Bien, écoutez, tout d'abord, je vous renouvelle les remerciements au nom de l'ensemble des membres de la commission pour votre présence, monsieur Ravel. Donc, je vous propose de clore cette audition. Nous reprenons à 18 heures précises, donc toujours dans cette même salle, avec une ouverture sur le site de l'Assemblée, avec l'audition du directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Oui, je vous en prie, vous souhaitez... Merci. Si je voulais juste rajouter un propos, c'est que personnellement, encore une fois, peut-être que les syndicats de journalistes ou quoi sont peut-être pas trop favorables à ça, ou peut-être certains trouveraient des choses à dire. Le nouveau schéma du maintien de l'ordre, pour les journalistes, je trouve qu'il est plutôt bien, il est plutôt vraiment bien rédigé. Il suffit juste qu'il soit appliqué. Je pense que s'il est appliqué vraiment à la lettre, ça simplifierait vraiment le travail de tout le monde. Voilà, après, sur les autres, moi, je me concentre vraiment sur la partie journaliste, le reste, voilà. Mais je trouve qu'il est plutôt bien, il est correct. À partir du moment où il est appliqué à la lettre, tout se passerait bien. Voilà, tout simplement. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette précision, puisque nous l'avions déjà un petit peu évoqué en début de réunion. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'effet écho ou miroir, en tout cas, avec des propos que nous avons entendus hier, en disant que, en tout cas, la question est celle de l'application, effectivement, du schéma national de maintien de l'ordre. Merci encore, et on va donc lever pour quelques minutes.
Bien. On va aller. Est-ce que la technologie fonctionne désormais? Il semblerait que oui. On va laisser l'image. Très bien. Mes chers collègues, nous concluons notre après-midi en accueillant Monsieur Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, accompagné par Madame Ariane Mallier, magistrate et adjointe à la chef du bureau de la politique pénale générale. Nous sommes, comme le veut l'usage, en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur le directeur, Madame, je vous remercie de votre présence devant nous. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, M. Florent Boudier. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez, dans un second temps, nous adresser les réponses écrites à ce questionnaire, parce que nous n'aborderons sans doute pas l'ensemble des points abordés dans ce questionnaire au cours de cette audition d'aujourd'hui. Monsieur le directeur, comme vous le savez, nous étudions les violences commises en marge des manifestations au cours du printemps dernier, à la fois dans leur volet urbain avec des motivations sociales et dans leur dimension rurale à côté de revendications souvent environnementales. Nous cherchons à mieux connaître le profil des auteurs de ces violences, mais aussi la réaction des différentes institutions publiques. Le rôle de l'autorité judiciaire est donc ici fondamental et nous comptons sur vous pour mieux l'appréhender. Pas plus tard que lundi, nous étions sur site à Bordeaux. Ce fut l'occasion de rencontrer les acteurs en charge du maintien de l'ordre, les représentants de la préfecture, bien entendu aussi l'institution judiciaire, à travers représentants du parquet, mais aussi les représentants à la fois du tribunal judiciaire et du barreau. En fait, nous avons pu noter que l'institution judiciaire en tant que telle a aussi été fortement sollicitée au cours des derniers mois. Avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Je le ferai en vous soumettant deux premières séries de questions à caractère général qui permettront de rentrer dans le sujet. Ensuite, je passerai aussi la parole à monsieur le rapporteur et bien entendu aussi aux collègues membres de la commission qui souhaiteraient interagir avec vous. En premier lieu, le droit des infractions liées aux manifestations a beaucoup évolué au cours des 5 à 10 dernières années. Rétrospectivement, quel regard portez-vous sur cette évolution? Y a-t-il des dispositions dont les statistiques d'activité des juridictions montrent qu'elles ne sont pas réprimées dans les faits? Par exemple, l'interdiction de dissimulation du visage ou la peine complémentaire d'interdiction de manifester. En ce qui concerne les violences commises sur des membres des forces de l'ordre, les peines encourues ont été fortement durcies, plus précisément par une loi qui est celle du 24 janvier 2022. Cette rigueur nouvelle, voulue par le législateur face à certaines montées de violence, est-ce qu'elle s'est traduite dans les peines effectivement prononcées? Et en second lieu, le nombre des interpellations, des placements en garde à vue et des classements sans suite a été présenté, y compris par des autorités publiques indépendantes, comme le symptôme d'un détournement du droit pénal à des fins de maintien de l'ordre. Il y a quelques années, une note du parquet de Paris avait suscité des interrogations. Comment la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice reçoit-elle ces interrogations? Considérez-vous que des garde-fous suffisants existent aujourd'hui dans notre droit ou au contraire, pensez-vous qu'il serait nécessaire de combler, pardonnez le terme un peu trivial, des trous dans la raquette? Alors, monsieur le directeur, avant de vous donner la parole, et en application de l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous demander de
brancher tout d'abord le micro, de lever votre main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Et si vous le permettez, je vais demander à Madame Mallier de faire de même. Si vous pouvez juste brancher le micro auparavant. Je le jure. Merci beaucoup, Madame. Et donc, sans tarder, Monsieur le Directeur, je vous passe la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci de m'avoir convié d'une part et à intervenir devant votre commission d'enquête, et je vous renouvelle mes remerciements pour avoir accepté de reporter la date qui était initialement prévue. Peut-être juste quelques propos liminaires pour rappeler à quel point évidemment le ministère de la Justice est très investi dans cette problématique de prévention et de lutte contre les violences qui sont commises à l'occasion des manifestations. D'une part parce que sur le plan fondamental, le rôle du ministère de la Justice pour nombre de choses est de protéger les libertés publiques, et que par les troubles qui sont causés dans le cadre des manifestations, il y a plusieurs types d'atteintes aux libertés publiques qui sont commises. La première d'entre elles est l'atteinte à la liberté même de manifester, puisque les conséquences quand même directes qui ont été liées à la multiplication de ces troubles ont été de conduire à des dispositifs qui ont pu, par la crainte qui pouvait conduire les troubles qui étaient causés, à ce que les gens aillent moins se rendre sur les manifestations. Et finalement, c'était la première atteinte qui était portée. Outre évidemment tout ce que sont les atteintes à la sûreté et par les dégradations qui étaient commises sur les biens privés, et les atteintes à la protection des personnes, sur les violences qui étaient commises notamment contre les forces de l'ordre. Donc, fort de cela, le ministère de la Justice a eu l'occasion de beaucoup investir le sujet à travers un nombre important de dépêches et de circulaires qui ont été diffusées sur les différentes séquences de troubles lourds qui ont été commis, dont les derniers, qui se sont accompagnés par la suite d'un certain nombre de retours d'expérience travaillés avec les juridictions qui ont été les plus concernées par le traitement des procédures ouvertes à la suite de ces manifestations, que ce soit les procédures ouvertes à l'encontre des personnes qui commettaient les dégradations, les violences ce que j'évoquais, et également, il faut l'indiquer, un certain nombre de procédures ont été ouvertes aussi pour donner suite à des violences illégitimes qui pouvaient apparaître à reprocher contre les services de l'ordre. Donc des rétextes ont été faits avec donc les principales juridictions concernées, Paris comme toujours, et puis vous avez cité Bordeaux tout à l'heure, qui était en effet régulièrement concerné, et on n'a pas encore eu, parce que le temps qu'eux-mêmes le fassent à leur niveau avant de faire le retour de ce que l'on peut faire au niveau de l'administration centrale, tous les retours d'expérience qui seront faits à la suite des manifestations d'il y a une quinzaine de jours, avec d'autres villes qui jusqu'à présent ont été moins impactées par ce type de problématiques qui le seront, qui seront donc associés aux travaux que nous conduirons. Pour essayer de répondre de façon un peu globalisante aux questions que vous m'avez posées, et puis avant d'être rentré peut-être plus dans les détails, l'arsenal qui a été déployé nous paraît honnêtement aujourd'hui globalement complet. Il y a eu les dernières modifications, elles sont intervenues dans la loi du 10 avril 2019, et ça faisait notamment référence à des difficultés qui avaient pu être rencontrées, notamment sur les meilleures infractions à retenir entre les regroupements au fait de commettre des violences, et par rapport à l'infraction d'attroupement, qui était l'infraction plus initialement définie, qui n'était pas retenue, puisque la jurisprudence retenait que c'était une infraction de nature politique qui ne pouvait pas donner lieu au mode de poursuite immédiat, et qui désormais est retenue sans trop de difficultés. Après, là où dans votre question, vous évoquez la difficulté qui peut exister entre le niveau d'infraction et de répression qui est prévu par le législateur, et quelle peut être la réponse qui est faite ensuite par les juridictions. Et c'est une réponse qui est assez complexe, qui, je pense que c'est ce qu'ont dû vous dire mes collègues à Bordeaux, en fait se situe à différentes étapes de la procédure. Le premier point qui parfois étonne dans les commentaires qu'on peut lire, c'est le
le résultat des procédures qui sont engagées. Et pourquoi est-ce qu'un certain nombre ne donne pas lieu à des suites procédurales, ou en tout cas pas forcément sous toutes les qualifications qu'on pensait pouvoir initialement être retenues. Ce n'est pas la résultante d'une difficulté du corpus normatif, c'est toute la difficulté qui réside dans le fait de monter des procédures de qualité par les services de l'ordre qui permettent ensuite d'engager les poursuites de niveau satisfaisant. C'est un travail qui est beaucoup engagé entre les parquets et les services de la préfecture et les services de police dans le cadre des réunions préparatoires que l'on promeut depuis maintenant un certain nombre d'années, à la fois pour que les parquets aient une parfaite connaissance des dispositifs de prévention des troubles qui sont mis en place en termes de police administrative par les préfectures, et puis pour insister à chaque fois sur la nécessité, à côté des forces d'intervention qui doivent donc prévenir ces troubles ou appréhender les personnes qui commettent les dégradations et les violences, d'avoir des effectifs qui soient en mesure de recueillir les éléments de preuve qui permettront par la suite de construire des procédures qui sont solides et qui permettent d'engager les poursuites derrière. Et derrière aussi ce point des poursuites qui peuvent être engagées, évidemment, c'est le niveau de la répression qui va être apporté, puisque plus les preuves peuvent être réunies de la gravité des faits commis, il y a ce premier point. Le deuxième, et ça fait partie des questions que vous avez abordées, monsieur le rapporteur, dans le questionnaire que vous nous avez adressé, et la suite par rapport au profil des personnes qui sont appréhendées. Le principe du code pénal et de l'individualisation des peines, et donc dans l'approche qu'il y aura ensuite par les juridictions des peines qui sont prononcées, il y a évidemment le profil des personnes qui leur sont présentées, surtout qu'au-delà du spectre le plus lourd, je ne parle pas là des personnes qui sont directement impliquées pour avoir commis des agressions, des fois d'une violence particulièrement lourde contre les forces de l'ordre, ou qui sont prises dans des flagrants délits, des dégradations les plus graves, les incendies, ce genre de choses. Mais la plupart des personnes qui sont interpellées le sont sur des dégradations en réunion, mais d'un niveau d'intensité qui n'est pas forcément extrême, qui peuvent être sur des vols par les délinquances d'opportunisme, ou des fois un certain nombre de niveaux de violence qui sont pas le niveau le plus élevé du spectre. Et dès lors, le profil des personnes telles qu'elles sont présentées, par rapport à leurs éventuels antécédents, leur niveau d'insertion sociale, puisque tous les profils se présentent, appellent évidemment des réponses qui sont différentes à ce niveau-là. Et quand vous indiquez sur l'interdiction de manifester, c'est quelque chose qui est rappelé dans toutes les dépêches qui sont adressées, que ce soit directement par la Direction des affaires criminelles et des grâces ou pour les dernières qui ont été signées par le ministre lui-même, qui sont rappelées de requérir pour les parquets systématiquement cette interdiction. On vous donnera les statistiques précises sur le prononcé, mais qui sont régulièrement prononcées par les juridictions, à condition que ce soit compatible. Alors, l'interdiction de manifester, c'est une chose, souvent on l'associe avec l'interdiction de séjour, suivant d'où les personnes sont originaires, et pour éventuellement prévenir qu'elles reviennent sur les points. C'est ces différents points qui sont attachés. Alors, le deuxième point que vous avez abordé est la question ensuite des deltas entre les interpellations et les gardes à vue qui peuvent être faites et qui sont faites derrière. Moi, je n'ai pas de statistiques sur les interpellations. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui tient les statistiques sur les interpellations. En revanche, on a les éléments qui nous sont transmis sur le nombre de gardes à vue qui sont prises. Peut-être pour rappeler quelque chose qui est relativement connu, mais ceci étant, lorsqu'une personne est interpellée, elle est présentée ensuite à un officier de police judiciaire, et c'est l'officier de police judiciaire qui décide ou non du placement en garde à vue. Donc c'est une phase qui n'est pas sous l'autorité jusque-là du procureur. Et ensuite, à partir du nombre de gardes à vue, le nombre qui est donné, dont il y aura une réponse pénale. Là, c'est la phase qui est placée sous l'autorité du procureur, qui apprécie en fonction, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de la qualité des procédures, des éléments qui sont donnés. Alors, qualité de la procédure à la fois sur sa légalité externe, c'est-à-dire la personne qui a appréhendé, si les éléments sont suffisants pour vérifier que ces conditions-là sont réunies, et puis des éléments qui sont réunis par rapport à la commission de l'infraction. Et on peut avoir plusieurs grilles de lecture, évidemment, du même phénomène, suivant sous quel
œil, on veut l'apprécier. Mais très honnêtement, à partir du moment où c'est placé l'autorité du procureur, le fait que les parquets, des fois, considèrent qu'il y a un nombre important de gardes à vue qui doivent être levés, etc., correspond exactement à leur mission, qu'ils le font pour l'ensemble des gardes à vue qui leur sont soumises. Et c'est plutôt un signe de bon fonctionnement de nos systèmes, avec chacun qui est dans le pouvoir qui est le sien, et entre la séparation des pouvoirs, entre ce qui relève des services de police et ce qui relève de l'autorité judiciaire derrière. On peut plutôt louer, à mon avis, ce que ça représente. Donc je ne sais pas comment vous voulez procéder par rapport aux questions que vous avez adressées dans le questionnaire. Si je rebalaye la typologie d'infraction qui est retenue et le profil que l'on peut en déduire, ou si vous préférez agir par question. Et puis, mais je ne veux pas que mon propos soit très long et moi, j'ai tout. Non, mais je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur pour qu'il revienne sur quelques points. Dans un second temps, notamment un certain nombre de données statistiques, vous pourrez nous les transmettre par écrit. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, les réponses aux questions que nous avons adressées, vous pourrez les transmettre par écrit. Elles seront d'ailleurs communiquées à l'ensemble des membres de la commission d'enquête. J'avais 3 questions à vous poser précises. La première, à l'issue de violences commises à l'occasion d'une manifestation, je crois que c'était à l'issue de Sainte-Soline, mais j'ai quelques doutes, Monsieur le Directeur, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur avaient annoncé de travailler à des hypothèses réglementaires ou législatives nouvelles. Je crois qu'il était question notamment de l'interdiction de paraître. Est-ce que des réflexions ont été conduites sur ce point? Ma deuxième question, je l'ai posée tout à l'heure au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, revient sur le sujet que vous évoquiez à l'instant, sur la qualité des procédures administratives, la transmission aux procédures judiciaires, et notamment sur ce sujet très ancien que personne n'a su régler jusqu'à présent, des notes blanches de renseignement, qui permettent d'alimenter les éléments en vue d'une interpellation, et qui ne peuvent pas être constitutifs d'éléments dans le cadre de la procédure judiciaire. C'est un sujet ancien, comme vous le savez. Il est récurrent, il a été souligné à l'occasion de plusieurs auditions. Puis ensuite, une dernière question. Comment interprétez-vous, monsieur le directeur, cette contre-circulaire adressée le 6 juin 2023, alors, pour attribution à mesdames et messieurs les procureurs généraux près des cours d'appel, madame la procureure de la République près le tribunal supérieur d'appel, etc., pour information au premier président des cours d'appel et ainsi de suite, adressée par le syndicat de la magistrature. De mon point de vue, mais là je ne fais que partager une opinion qui est personnelle, et mon rapport ne sera pas l'objet d'opinion personnelle, il sera celui de la commission d'enquête. De mon point de vue, il y a une sorte de contre-projet de politique pénale ou d'instruction pénale. En tout cas, qui ne va pas dans le sens des instructions pénales qui avaient été communiquées par le garde des Sceaux. Quelle est votre interprétation? Je ne sais pas s'il y a des précédents. En tout cas, vos observations sur ce point nous seront précieuses. Juste pour compléter d'ailleurs le propos de Monsieur le rapporteur, ce qui est assez troublant quand on regarde, y compris ce document, c'est que dans la forme, il reprend vraiment la forme d'une circulaire ministérielle et évidemment, comment dire, très rapidement à la lecture, on s'aperçoit que c'est effectivement une contre-circulaire, mais comment votre direction juge-t-elle ce genre de choses, puisque on est là dans un exercice, j'allais dire, très poussé de la liberté syndicale. Alors sur le premier point, monsieur le rapporteur, il y a en effet une réflexion qui a été engagée dans les deux ministères et ensemble après les manifestations. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours des rétextes qui sont faits pour voir si le cadre normatif est adapté, s'il y a des choses à faire évoluer compte tenu des évolutions qu'on peut voir, des techniques de manifestation, etc. En l'état, il n'a pas été...
porter d'évolution normative et de propositions normatives sur ce point de façon lourde. C'est plus sur l'approche qu'il devait pouvoir y avoir de traitement des éléments, des organisations, en fait, des manifestations. Ce qui avait été... ce que je veux dire par là, c'est que sur un certain nombre de troubles graves qui ont été commis à l'ordre public, il y a ce que je disais tout à l'heure qui correspond à la délinquance d'opportunistes, qui profitent du trouble pour commettre les choses. Et puis, ça, c'est plutôt quand même qu'on est dans le milieu urbain, avec ce qu'on a pu voir la dernière fois, avec les pillages de magasins, etc. On sort là du cadre de la je sais pas, d'appréciation personnelle à avoir sur la légitimité ou non de la protestation contre telle ou telle politique qui est mise en œuvre, c'est pas mon rôle, mais en tout cas, le fait de piller un magasin, là, on est dans le champ qui, quelle que soit les libertés d'expression, dépasse celle-ci. Donc c'est ce que j'appelle de façon générale la délinquance opportuniste. Donc si je mets celle-là de côté, qui peut être un minimum organisé, mais enfin qui n'est pas pré-organisé longtemps à l'avance, ce qui avait été relevé lors de la préparation des Saintes Solines et que l'on a pu des fois observer dans d'autres cas de manifestations, c'est des groupes plus ou moins structurés, plus ou moins épars, mais en tout cas qui se mettent en place et qui organisent la façon dont ils, non pas vont manifester, puisque ça n'est pas le sujet, mais vont éventuellement rentrer en conflit, en affrontement physique avec les forces de l'ordre, qui, ça, est évidemment constitutif d'une infraction. Et donc la préoccupation, c'est davantage de savoir comment est-ce que, à partir de ce que peut travailler les services de renseignement, peut nourrir éventuellement des éléments suffisamment, et ça fait écho avec votre deuxième point, mais sur un angle un peu différent, je vous dirai pourquoi, peut nourrir éventuellement des ouvertures d'investigation afin de voir si on n'est pas dans une des formes d'action de malfaiteurs qui se créent pour commettre des infractions, à l'instar de ce qui existe dans d'autres champs de lutte contre la délinquance, ou à partir de renseignements qui sont réunis par les différents services qui peuvent en être en charge, mais il peut y avoir ces points-là. Et c'est d'autant plus important que les mêmes groupes peuvent être assez mobiles, et si il y a des fois des points d'ancrage qui peuvent être Paris, etc., quand notamment il y a eu d'autres manifestations avant, les types Gilets jaunes, etc., dès lors qu'on est sur les manifestations type Sainte-Soline, ces groupes sont mobiles et peuvent se déplacer sur plusieurs endroits du territoire national, et le sujet derrière, c'est comment on coordonne les investigations et qu'on réunit pour démontrer qu'en effet, ces groupes-là se structurent pour faire cela. Donc c'est plus ce type de réflexion qui sont conduites, avec l'utilisation des moyens que l'on connaît, qui sont des groupes de traitement de la délinquance, qui aujourd'hui sont plutôt thématiques, qui mettent autour de la table, sous l'autorité du procureur de la République, les différents services d'investigation ou de renseignement qui peuvent travailler sur les choses, et de voir si ils ont des éléments qui sont de nature à être ce qu'on appelle judiciarisés, c'est-à-dire être transmis à l'autorité judiciaire pour aller plus loin dans les investigations. Ça ne relève pas du normatif, ça relève de l'organisation et des travaux qui doivent se faire localement, et éventuellement ensuite les parquets peuvent se transmettre les informations reçues pour nourrir une procédure qui serait plus dense ici ou là. Voilà, en l'état, il peut y avoir des investigations qui sont en cours, mais c'était plus les réflexions tournées autour de ça. Je fais le point avec le lien avec ce que vous évoquiez sur les procédures, ce qui était fait de manière administrative. Il y a donc ce champ-là qui est le plus complexe et qui pour l'instant est plus lourd, et là encore ça appelle qu'il y ait une qualité de renseignement et d'exploitation de renseignement qui soit particulièrement poussée. Après, les notes blanches, elles sont très utilisées, mais de façon différente. Et je parle là de notes blanches qui sont versées en procédure, qui permettent d'éclairer le contexte général dans lequel on se trouve. C'est très utile pour la juridiction derrière, et dans plusieurs circulaires, on a appelé à l'importance de solliciter de la part des services de la sécurité publique, puisque c'est eux qui le font en général, l'établissement d'une note de contexte général qui rappelle ce qui s'est passé, qui explique comment les groupes ont pu se mouvoir, et qu'ils ont pu relever qu'à tel endroit il y a eu tel type de violence qui ont été commises, tel type de pillage qui a été commis, parce que ça permet aussi, recalé avec la procédure qui est
là, pour le cas particulier qui est soumis au tribunal, de remettre dans quel contexte général on est. Et c'est quelque chose qui est soumis là au débat contradictoire et qui n'est pas une note blanche au sens, il n'y a pas d'en-tête de qui l'a fait, mais qui est une note générale de contexte qui relie l'ensemble des éléments qu'ont pu réunir les services de police à partir d'un ensemble d'éléments de renseignement administratif qu'ils ont eu par ailleurs et qui est discuté devant le tribunal, auquel évidemment la défense a accès. Et c'est, quand je le disais tout à l'heure, par rapport au type le niveau de la répression qui est donné après ensuite, c'est pas du tout la même chose. Quand on explique que, je caricature un peu, mais ça n'en est pas loin, qu'on vous présente dans le tribunal une personne qui a volé une paire de chaussures, mais si il y a une note de contexte qui explique de façon générale, toute la rue en question a été entièrement pillée et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été volées et que la personne en question s'est inscrite dans un mouvement plus général de pillage de la rue, etc. Donc ces notes blanches sont en général plutôt utilisées. On encourage à les mettre et à les verser en procédure dans le respect de la loyauté de la conduite du procès pénal et donc du versement des éléments. Sur votre... Oui. Parfaite, non pas les notes blanches, mais les notes de contexte. Voilà, parce que vous avez dit note blanche à l'instant. Non, mais c'est pour la compréhension de tout, parce qu'en effet, la procureure Bré de Bordeaux nous a indiqué l'importance des notes de contexte dans la compréhension par l'autorité judiciaire de la situation dans laquelle telle ou telle affaire doit être jugée. Oui, parce que comme vous le savez, pour les notes blanches, on a une autre problématique de nature juridique, quoi, hein, donc... Non, mais c'est pour ça que je faisais le pan entre les deux choses. Enfin, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, c'est parce que je l'appelle là une note blanche, c'est une note qui a une en-tête, c'est pas une note blanche, c'est une note qui explique le contexte et qui fait les choses. Mais le fondement de la rédaction est le même, c'est-à-dire on explique ce qui s'est passé à partir d'ensemble d'éléments qui sont réunis et dont les services qui les réunissent sont d'accord pour qu'elles soient rendues publiques sur la préparation, sur le contexte de ce qu'ils ont pu voir, et ça participe à peu près de la même approche. Sur votre troisième question, vraiment, j'ai pas beaucoup d'observations à faire. C'est pas la première fois que ce syndicat de magistrats diffuse des contre-circulaires. C'était déjà arrivé, je sais plus quand. Est-ce que c'est arrivé récemment, justement, ou est-ce que... Alors là, c'est ma mémoire de magistrat qui parle, hein, mais bon. c'était pas, en tout cas, l'exercice n'est pas inédit. C'était pas la première fois que ça existait. Après, c'est une expression syndicale. Genre, il n'y avait pas d'ambiguïté. Ils ont repris en effet la formulation dans laquelle le ministère adresse lui-même ses circulaires. Voilà. Et sur le contenu, il me semble que la contre-circulaire en question rappelait surtout dans ces éléments les points d'attention et en effet contrer la politique qui était celle diffusée par le gouvernement. Mais c'était pas une... je sais pas, après, à titre personnel d'appréciation à avoir sur cet expression-là. En tout cas, ce n'était pas une fausse circulaire, c'était pas un document qui pouvait prêter à confusion sur son origine, sur ce qui était indiqué. Et voilà, après, c'est une expression de liberté syndicale dont je n'ai pas de commentaire à faire outre mesure. Mais en tout cas, sur ce plan-là, la direction n'avait pas... Enfin, moi, j'avais rien à en dire de particulier. Ça aurait été un sujet si c'était diffusé sous un mode qui pouvait laisser penser que c'était moi qui donnais une directive autre. Mais là, il n'y avait aucune ambiguïté. C'était une approche syndicale. Là, cette forme-là qui a été prise, mais sur beaucoup des manifestations antérieures, il y avait eu déjà une communication de ce syndicat. Enfin, c'est toujours ce même syndicat-là qui l'avait fait, mais pour contester les instructions générales qui étaient données par le ministère de la Justice sur un ensemble de choses. Donc, Mais, monsieur le directeur, si je peux me permettre, contester une orientation jugée politique, contester des instructions pénales, faire son travail syndical, ça c'est une chose. J'ai rarement vu des syndicats de l'éducation nationale adresser des circulaires sous forme de quasi-fake de la rectrice ou du ministre de l'Éducation, donnant des contre-ordres. C'est ça qui est quand même très surprenant dans cette situation. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, eu un effet de cette contre-circulaire? Je n'ai pas l'impression.
cas, après, moi, je suis pas dans les juridictions, mais j'ai l'impression que les deux circulaires qui ont été diffusées par le garde des Sceaux, notamment dans le cadre des suites des violences urbaines pour les plus récentes, ce qu'on avait diffusé auparavant, a été plutôt suivi des faits, et on voit la mobilisation quand même très fortes qui ont été celles de l'ensemble des juridictions de France, les juridictions les concernées en France lors des problèmes de violence urbaine d'il y a une quinzaine de jours, qui ont mobilisé quand même à la fois leur permanence, les pouvoirs de contrôle que j'évoquais tout à l'heure sur les gardes à vue qui sont faites, et ont respecté totalement les instructions générales qui étaient données d'avoir une politique de réponse pénale qui était plutôt par l'usage des voies de réponse rapides par déferment, quelles que soient après les suites données au déferment, hein, que ce soit les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ou les comparutions immédiates pour les voies les plus sévères. Et avec alors voilà, c'est les tribunaux, mais vu le niveau de condamnation qui a été prononcé des fois, je suppose que le niveau de réquisition qui était fait correspondait aux instructions qui étaient données par le garde des Sceaux. Donc voilà, je pense qu'après, si vous voulez, j'ai pas les juridictions, les parquets, quand ils reçoivent les procédures qui émanent des services d'investigation, ils sont dans leur habitués à contrôler la qualité des procédures. C'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Ils ne soumettent en général, ils n'engagent des poursuites que dès lors que la procédure est de qualité, qu'ils estiment que les charges sont réunies. Donc un appel à être vigilant sur ce point, on fait de la communication, mais après, je ne pense pas que ça change fondamentalement le fond sur le travail des parquets, et puis encore moins des juridictions, mais qui exercent leur mission face à ce que je rappelais tout à l'heure, le rôle des juridictions, le rôle de l'autorité judiciaire, et dans la démarche d'engager poursuite donc des procureurs de la République, et quand même avant tout une démarche de protection des libertés individuelles dans toute leur champ de conception, évidemment de protection par rapport à des personnes qui n'auraient pas lieu d'avoir été arrêtées, mais ça s'inscrit de façon plus globale dans la prévention et la répression des infractions pénales, qui est le cœur de l'action de l'autorité judiciaire. Et à partir du moment où les troubles commis à l'ordre public présentent une certaine gravité, la réponse est en général assez ferme, et on l'a vu encore une fois récemment avec une très très forte mobilisation des juridictions. Sur le week-end qui a suivi la mort du jeune homme à Nanterre, on a quand même vu des juridictions monter des comparutions immédiates de week-end, ce qui est rarissime. Normalement, la seule juridiction de France où il y a des comparutions immédiates le samedi, c'est Paris. Il n'y en a aucune autre qui en tient. Et là, on a eu des comparutions immédiates tenues à Paris, donc bien sûr, mais à Nanterre, à Bobigny, à Grenoble, ce qui montre quand même que la réponse globalement était, d'une part pour traiter le volume, mais à une mobilisation globale du tribunal, pas le parquet, mais il compose la juridiction pour juger. Donc ça veut dire que la mobilisation de l'autorité judiciaire était très très forte, et donc ça s'est inscrit dans les instructions générales qui étaient données par le ministère de la Justice, indéniablement. Merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues membres de la commission d'enquête. Est-ce que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous souhaite poser des questions à monsieur le directeur? Monsieur Mathieu, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour votre présence ici, vos interventions. Alors, j'ai pas mal de questions à vous poser. J'aimerais revenir très brièvement là, sur la circulaire de 2021 hein, qui a été invoquée d'ailleurs il y a peu, je crois en mars de cette année, à l'appui d'une circulaire complémentaire, donc 22 avril 2021, où la mise en œuvre des suites judiciaires, la judiciarisation des infractions qui peuvent survenir durant les manifestations, est adapté à un certain nombre, est adapté à un contexte où finalement on demande, je cite, un plan d'action commun coordonné peut être utilement être mis en place en collaboration avec les forces de l'ordre et la préfecture. Est-ce que il n'y a pas de risque de porter atteinte à la dépendance de l'autorité judiciaire
en demandant des plans d'action renforcés et coordonnés, puisque finalement, il est bon à loi que le lancement des poursuites soit le plus décorrélé possible de l'exercice des agents qui, eux, les agents de police qui, eux, ont procédé à une interpellation, même si, bien sûr, forcément, sur la réunion des éléments de preuve et des faits, on sait très bien que ce n'est pas étanche, hein, et c'est heureux, mais au moins, est-ce que cette coordination trop poussée ne risque pas d'amener les magistrats à jouer pratiquement le rôle de policiers et donc à porter atteinte à leur objectivité? J'aimerais savoir quelle est la mise en œuvre dans le cas de violences policières de type individuel. Vous avez parlé de la protection des libertés publiques. Dès votre propos, vos premiers mots, ça a été pour dire que vous êtes là pour la protection des libertés publiques, ce qui est tout à fait incontestable, et c'est honorable d'avoir cette mission en tête, hein, qui est en effet une mission de première importance. Quand des violences sont commises à titre individuel, comment les enquêtes sont ouvertes, des violences de type violence policière? Comment les enquêtes sont ouvertes? Est-ce que c'est spontanément, par exemple, lorsqu'on voit un journaliste espagnol prendre un violent coup de matraque dans l'entrejambe, lequel l'a amené à être amputé d'un testicule? Est-ce qu'on attend que la victime porte plainte, ou est-ce que spontanément les parquets ouvrent une enquête? Dans ce cas-là, avez-vous des statistiques sur ce type de cas? Est-ce que vous estimez qu'il y a une utilisation abusive des gardes à vue aujourd'hui? Parce que vous avez très bien expliqué que dans le processus, c'est un officier de police judiciaire qui procède aux gardes à vue. Je rappelle par exemple le chiffre qui a beaucoup circulé dans les médias sur la nuit du 16 mars à Paris, avec 292 interpellations, 9 déferments, 0 poursuite. Donc là, on est sur des arrestations de masse avec visiblement un manque de discernement total sur les éléments qui permettent de mettre une personne en garde à vue. Donc comment on fait pour ne pas se retrouver dans ce type de situation? Les conditions de garde à vue, moi-même j'ai vu la mise en œuvre pendant plus de 2 heures d'un bus à côté du dépôt de garde à vue Gare du Nord, où on entassait des jeunes qui n'avaient accès ni à un point d'eau, ni à un point pour faire leurs toilettes, ni à un point pour aller aux toilettes, ni à un avocat, ni à un médecin. Vous avez connaissance de ce type de dispositif, donc des bus comme des bus RATP, mais c'est que les polices nationales. Comment on les utilise? Comment on fait pour que ces bus ne deviennent pas des locaux de garde à vue qui sont invisitables de fait, et par les avocats et par les parlementaires, par exemple? Et enfin, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur les NAS, puisque là encore, on a une double atteinte à la fois à la liberté individuelle et aux libertés publiques, donc des NAS sans possibilité de sortie, avec des pratiques assez régulières de la NAS, avec l'utilisation de gaz lacrymogène dans la NAS, sachant que cette pratique est à tout le moins inconventionnelle au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comment vous vous positionnez dans le type éventuellement de poursuite qu'on peut mettre en œuvre sur les personnes qui donnent ce type d'ordre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Simplement, avant de donner la parole à Monsieur le Directeur, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, un certain nombre de questions qui viennent d'être évoquées figurent dans le questionnaire qui a été envoyé par notre rapporteur à Monsieur le Directeur. Et donc, pour certaines, peut-être que vous pourrez aussi, enfin pour celles pour lesquelles vous n'auriez pas les questions, je dirais ici et maintenant, il est possible de les transmettre aussi par écrit par la suite, mais je vous passe évidemment la parole, Monsieur le Directeur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Sur le plan d'action commun coordonné, je l'ai évoqué tout à l'heure en ouverture de mon propos pour expliquer comment les choses fonctionnaient. Je pense que compte tenu de l'ampleur de ce que représentent souvent les manifestations dont on parle en termes de mobilisation de moyens de préservation de l'ordre public, ce qu'on appelle les plans coordonnés, c'est qu'il paraît nécessaire que les procureurs de la République soient informés de ce qui est mis en place comme dispositif. Et de la même façon, parce que, comme on a pu le rappeler également dans les différentes circulaires, les procureurs de la République devront par la suite
apprécier l'opportunité de délivrer ou non un certain nombre de réquisitions sur les contrôles d'identité pour être en mesure d'apprécier si c'est opportun et dans quel périmètre, etc. Il est normal qu'ils aient connaissance de ce qui est mis en place sur les termes de protection de l'ordre public et de préservation de cet ordre public. Donc on n'est pas on est sur des services qui ont chacun leur mission dans les services régaliens afin de prévenir les débordements qui peuvent se passer, et évidemment ensuite quelles seront les réponses qui pourront être apportées si des interpellations ont eu lieu, mais dans la connaissance de ce qui est mis en œuvre et dès lors des moyens aussi d'organisation qu'il faudra être mis en place dans les juridictions par rapport à ce que les services de renseignement peuvent envisager, de mobilisation, etc. Il est normal qu'il y ait un point d'action qui soit coordonné auparavant. Ce n'est pas une atteinte à l'indépendance de la justice de savoir dans quel contexte général l'on se trouve et ce qui doit pouvoir se passer. Si pour reprendre un événement qui a été évoqué tout à l'heure, il me paraît, dans le bon fonctionnement des différents organes de l'État, qu'à partir du moment où les services de renseignement pouvaient identifier qu'il y aurait probablement des troubles violents autour de Sainte-Soline, que le procureur soit informé et soit en état d'organiser ses services, ses permanences, pour pouvoir traiter éventuellement ce qui lui serait communiqué. Donc la mise en place d'un plan commun coordonné relève que du fonctionnement, je pense, optimisé des services de l'État, et n'implique pas que les uns ou les autres soient sur d'autres. Ça n'a pas d'atteinte à l'indépendance que se fera par ailleurs dans l'exercice de sa mission le procureur de la République, et évidemment encore moins les juridictions, les juges qui sont absolument pas associés à ce plan-là, qui n'ont pas à être inclus dans ces éléments préparatoires, sauf, comme je disais, éventuellement pour la prévision d'avoir la capacité de juger si il peut être envisagé qu'il y a un certain nombre de représentations en CRPC ou comparution immédiate par la suite. Sur les violences illégitimes qui peuvent donner lieu à des enquêtes judiciaires, qui donnent lieu à des enquêtes judiciaires, tout est envisageable en fait sur la saisine des procureurs de la République. Nous, on ne donne pas d'instruction sur quel va être le fondement de la saisine du procureur de la République. Le procureur de la République, il peut se saisir chaque fois qu'il a connaissance qu'une infraction est commise ou qu'une plainte est versée. Donc, c'est un système général qui fonctionne. Si le procureur de la République a connaissance d'une infraction par les médias, par la Vox Populi, il peut tout à fait ouvrir une enquête, et il le fait parfois. Et si il le sait évidemment sur plainte, dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que votre question, c'est de savoir si est-ce qu'il arrive qu'il le fasse spontanément. La réponse est oui, comme dans beaucoup de types d'infractions, quelle que soit leur nature, ou par des articles de presse, par ce que peuvent relayer les réseaux sociaux, etc., où il arrive que les procureurs ouvrent des investigations sur ce fondement-là. Je n'ai pas honnêtement de statistiques, je pense, plus détaillées sur les cas qui sont dans l'un ou dans l'autre, parce que ce n'est pas des éléments qui nous remontent. Moi, je peux savoir qu'il y a tant d'enquêtes qui ont été ouvertes pour des suspicions de violences illégitimes, mais je n'ai pas lieu de savoir si ça a été ouvert à partir de telle ou telle chose, en tout cas pas de façon statistique. Sur le dernier point, en fait, ce qui est prévu, c'est que dès le mesure de la mesure, l'OPJ donc prévient du placement en garde à vue, et il est prévu que dès qu'une personne a été appréhendée, elle doit être présentée. Alors je me rappelle plus, c'est dans les plus brefs délais ou immédiatement à l'OPJ, mais et c'est souvent quelque chose qui est soumis aux juridictions par la suite, pour savoir si le cadre a été respecté ou non, si la jurisprudence de la Cour de cassation accepte que ce délai puisse être décalé pour des raisons qui sont de toute façon pas nécessairement surmontables par les services de l'ordre, qui interviennent de toute façon en général. Lorsque vous avez, je sors du cas des manifestations, mais pour illustrer mon propos, lorsque vous avez des patrouilles de gardiens de la paix qui sont dans Paris et qui appréhendent quelqu'un qui vient de commettre un vol, ils vont aller le présenter à l'OPJ du commissariat à côté. Mais le temps qu'ils y aillent, le temps qu'ils le présentent à l'OPJ qui est de permanence, il se passera de toute façon un certain temps
avant qu'ils y aillent. Ce qui est exigé, c'est qu'ils y aillent le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances générales dans lesquelles ils sont encadrés. Et c'est quelque chose sur lequel le procureur de la République, dans un premier temps, et puis le juge, suivant ce que le procureur a décidé, si une juridiction est saisie, appréciera si, au regard du PV de contexte dont je parlais tout à l'heure, au regard des éléments tels qu'ils apparaissent dans la procédure, le délai entre l'appréhension de l'intéressé et sa présentation à l'OPJ dépasse ce que l'on pouvait attendre dans des circonstances qui étaient optimisées. Mais évidemment, à partir du moment où les troubles sont très lourds dans une ville, il est en général tout à fait accepté qu'il y ait le temps que la personne soit appréhendée, soit regroupée, parce que sinon, si pour chaque personne qui est appréhendée, il y a 4 policiers qui l'amènent devant l'OPJ, si vous avez des centaines de personnes qui commettent les troubles, assez rapidement, il y aura peu de policiers qui s'occuperont d'appréhender ceux qui les commettent. Donc, de toute façon, il y a cette temporisation par les véhicules. Il y a dans les juridictions, enfin les endroits où la densité d'OPJ est beaucoup plus importante, il y a des fois des OPJ qui sont mobiles et qui sont avec justement les endroits où les personnes sont regroupées afin de pouvoir s'assurer des conditions d'interpellation, éventuellement décider du placement en garde à vue et notifier les droits pour l'exercice qui se fera le plus rapidement possible. Ensuite, bon, les villes comme Paris sont très organisées pour ce type de situation. Je conçois que c'est sans doute des fois plus difficile quand les agglomérations sont plus petites, sont moins habituées à ce type de situation et à gérer des fois des situations qui sont beaucoup plus lourdes rapidement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Dans ce cas-là, je vais clore notre audition. En tout cas, une nouvelle fois, merci à vous, monsieur le directeur, à vous, madame, pour votre présence. Ça nous permet d'avoir le regard de l'institution judiciaire, et ça nous semble aussi extrêmement précieux. En tout cas, merci encore. J'en profite, chers collègues, pour vous dire que cette audition fut la dernière de cette session, puisque nous poursuivrons donc au mois de septembre avec à la fois d'autres auditions et puis d'autres échanges pour compléter évidemment de manière pertinente nos travaux. Merci beaucoup.